et à tous d'avoir répondu à l'invitation du Sénat pour cette conférence de presse qui a pour objet, bien évidemment, de présenter les conclusions de la mission conjointe de contrôle que le Sénat a mis en œuvre. Et bien sûr, parmi ces conclusions, la proposition de loi issue effectivement de ce travail mené par une mission commune de contrôle qui a été créée fin septembre 2022 par 4 commissions permanentes du Sénat. Tous les groupes politiques y sont représentés, 20 membres, et je vais particulièrement, bien sûr, saluer mon collègue Jean-Baptiste Blanc, qui est notre rapporteur, qui a été effectivement l'élément central de tout ce travail et qui va nous expliquer dans quelques instants en détail le contenu de nos propositions. Il y a ici, alors bon, je suis effectivement la présidente de la mission de contrôle, mais vous avez la représentation aussi du caractère transcourant, œcuménique de cette mission de contrôle qui a vraiment eu pour vocation d'aller écouter les remontées de terrain. Vous avez Christian Redon-Sarrazy, vous avez Cécile Cukierman, vous avez Jean-Claude Anglard, évidemment notre présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas, qui est ici, notre questeur Philippe Bas, qui était extrêmement attentif aussi à la question de la ruralité avec monsieur Anglard et d'autres collègues évidemment. Et pour les membres de la mission commune ici présents, nous sommes en tout cas, voilà la représentation qui est ici présente. Nous avons auditionné pendant cette mission 38 personnalités, entités et organismes. Alors, nous nous sommes appuyés au travers de cette mission pour commencer nos travaux sur un travail conséquent qui est déjà et qui a d'ores et déjà été mené par le Sénat depuis 1 an et demi dans les différentes commissions qui l'animent. Rapport d'information 2, une consultation des élus locaux en ligne, chère Sophie, qui a eu des retours assez massifs et qui nous a permis de prendre vraiment le pouls des inquiétudes du territoire, des auditions évidemment. Alors, cette mission, elle avait pour vocation d'abord de faire donc la synthèse de l'ensemble de ces travaux et de proposer des pistes d'évolution concrètes de la loi pour apporter des solutions identifiées. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-Baptiste qui va continuer à vous dire peut-être pourquoi déposer une proposition de loi. Jean-Baptiste. Oui. Merci. Alors, au préalable, vous me permettrez de saluer Valérie Létard, qui est notre présidente de la mission et à laquelle j'ai pris un très grand plaisir à travailler pendant ces plusieurs semaines au cours de toutes ces auditions. Et je l'espère que nous apporterons la preuve qu'on va présenter quelque chose de très grande qualité attendu par les élus locaux. Saluer tous nos amis élus qui sont présents cet après-midi. Tout est parti de Sophie Primas qui nous a fait travailler sur le ZAN il y a 2 ans. Avec Christian Redon-Sarrazy, on avait rendu un premier rapport. Il y avait une Catherine Loisier. Et puis après, tout s'est poursuivi. Et puis le questeur Philippe Bas, a pris le relais sur le sujet. Jean-Claude Anglard, Cécile Cukierman. Enfin voilà, c'est vraiment transpartisan. Il faut bien comprendre ça. C'est que ce sujet a vraiment mis autour de la table tous les élus du Palais du Luxembourg pour évoquer du ZAN qui est, l'air de rien, et peut-être la plus grande préoccupation de nos élus locaux dans notre pays en ce moment. Il faut vraiment bien prendre la mesure de cette situation. Alors Valérie Létard a rappelé tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce sur quoi je vais prendre le relais à ce stade de notre échange, c'est sur le fait de vous rappeler ce qu'on a fait voter en fait au moment où Sophie nous a fait travailler sur le sujet, au moment où les élus sénatoriaux se sont prononcés pour la première fois sur le ZAN, qu'est-ce qu'on a fait voter ici, et finalement qu'est-ce qui n'a pas été respecté par l'État, le gouvernement, dans tous les territoires, qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes à essayer de corriger cette loi. Alors, ce n'est pas, Valérie Létard l'a dit, comment sortir du ZAN, ce n'est pas une manœuvre quelconque pour ça, bien au contraire, c'est un Sénat qui s'inscrit dans la loi climat et résilience, et qui dit simplement, si vous voulez qu'on réussisse à porter la transition écologique dans les territoires, il faut en donner les moyens aux élus. Et il faut donner du temps aux élus, du temps et des moyens. Et on a constaté, c'est ça le point de départ finalement, sur quoi je vais revenir là, on a constaté que ce qu'on a fait voter ici n'a pas forcément été respecté, ni par l'État, le gouvernement, ni à travers les décrets que vous connaissez, qui ont été édictés et qui ont fait l'objet de contentieux par la suite de la part de l'Association des maires de France. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait voter ici en substance? On a fait voter la territorialisation de l'objectif. C'est-à-dire qu'on a refusé cette démarche un peu centralisatrice exercée par les régions. C'est-à-dire que l'État s'appuie sur les régions
pour exercer une nouvelle forme de centralisme régional qui se traduit par un schéma régional qu'on appelle le SRADET. Et ce SRADET devient contraignant, c'est-à-dire qu'il a un fascicule réglementaire. Donc c'est une démarche descendante, en fait, qu'on a essayé de nous imposer, c'est-à-dire qui vient de l'État et de la région, pour imposer de manière uniforme sur tous les territoires l'objectif de réduction de 50% de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 années à venir. C'est contre ça, en fait, qu'on s'est inscrit, en proposant une autre démarche ascendante, en disant que nos élus locaux, la plupart du temps, sont déjà dans des efforts de sobriété foncière. Ensuite, ont mis 20 ans à élaborer des documents d'urbanisme. Ils les ont élaborés, ils les ont modifiés, ils ont grenélisés, ils les ont allurisés, ils ont modifiés. Et au moment où ils ont des documents d'urbanisme un peu aboutis, voilà qu'éventuellement un SRADET régional aurait pu devenir un super SCOT régional et imposer de manière uniforme l'objectif, avec les conséquences politiques que tout le monde, politiques et territoriales, que tout le monde connaît. C'est qu'à ce jeu-là, seuls les grands ensembles sortent gagnants, c'est-à-dire les régions et les métropoles notamment, qui sortent par perdants à ce jeu-là aussi, a priori la périphérie, la ruralité, les petites villes, etc. Et c'est bien ça que nous voulons corriger. Nous l'avons corrigé dans un premier temps par ce vote au Sénat au moment de la loi. Ça s'appelle la territorialisation, et ça s'appelle concrètement un droit de proposition que nous avons obtenu pour nos élus et qu'ils devaient exercer par leur SCOT, pour que ça remonte, et que ça remonte aux régions, qui ensuite sont censées les discuter, pour savoir comment on différencie les territoires, comment on traite mieux la trajectoire du ZAN partout. Voilà. Et la différenciation, la diversité des territoires, c'est quand même un des combats qu'on mène ici au Sénat. Au même moment, il y avait 4D dont le D voulait dire la différenciation. Il se trouve que deux choses n'ont pas vraiment fonctionné, ce qui appelle les corrections d'aujourd'hui notamment. La première chose, c'est que nulle part les préfets n'ont donné l'information et n'ont accompagné les élus pour leur donner l'information, pour leur mettre à disposition de l'ingénierie, pour leur adresser des notes d'enjeu, pour créer des espaces de dialogue, pour les aider à élaborer des stratégies territoriales. Nulle part. Alors pourquoi l'État ne l'a pas fait? Parce qu'il ne le voulait pas, parce qu'il ne le pouvait pas. On pourrait en débattre pendant 2 heures, il faudrait une autre conférence. Donc nos élus ont fait comme ils ont pu pour trouver de l'ingénierie et malgré tout rédiger des propositions à faire remonter. Mais c'est très inégal. Valérie a rappelé que pour ma part, j'avais fait quasiment 50 déplacements dans le pays. J'ai constaté cette incompréhension partout, ce besoin d'information, ce besoin d'ingénierie. Constaté aussi un phénomène de solidarité assez extraordinaire, c'est que voilà, les SCOT ont dialogué entre eux, des agences d'urbanisme sont mobilisées, conseils départementaux aussi, pour amener cette ingénierie et déposer des propositions. Donc bon an, mal an, ça s'est fait, mais sans l'État. Et quand ça arrive sur la table des régions, depuis le 22 octobre, on a constaté avec Valérie que cette discussion qui s'entame depuis le 22 octobre va se terminer au mois de février prochain. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas suffisant, ce n'est pas un délai suffisant pour discuter des propositions qui sont remontées malgré tout. Voilà. Ce qui fait que les régions... On n'entend pas bien. Voilà. Et en plus, j'ai une voix éraillée due à l'hiver. Mais ce qui fait que les régions n'ont pas vraiment le temps ni l'envie, spontanément, de discuter de ces propositions qui remontent de tous les territoires. Voilà. Et c'est bien ça qu'on ne peut pas accepter, puisque nous disons simplement que le gouvernement qui veut faire porter la transition écologique par les régions et qui a compris qu'il fallait territorialiser, s'appuyer sur les élus locaux, ben si nous voulons que collectivement nous réussissions cet objectif du ZAN, il faut simplement donner du temps et des moyens. Il faut changer de méthode. Il faut des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de perdants du ZAN, en fait. Et c'est ce qu'on va essayer de décliner au fur et à mesure. Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est ça. C'est que ce calendrier est trop court. Les propositions ne sont pas forcément remontées. Elles ne sont pas forcément discutées. Il manque des outils pour réussir le ZAN. C'est le contexte de la mission. Et vous voyez que c'est transpartisan et qu'on partage tous ce souci. Il y a un autre souci qui est majeur, c'est qu'on n'oppose pas l'urbain et le rural. Il s'agit bien d'un objectif territorial où il ne doit pas y avoir de perdants ni de gagnants, mais simplement une approche commune.
Alors, Jean-Baptiste vous a dit un peu ce qui nous préoccupait dans un premier temps. Vous dire aussi que ce qui nous est apparu, et en tout cas ce que l'on ressent, c'est qu'aussi il y a un sentiment, enfin nous avons eu un sentiment de position ambiguë du gouvernement qui ne donne pas le bon signal au territoire. C'est-à-dire que nous avons en même temps le ministre Béchu qui lui-même admet que le cadre devrait évoluer, qu'il y a une forme de risque juridique, clairement. Vous le savez, ici au Sénat, nous alertons depuis plus de 8 mois sur cette réalité, cette attente, nous l'alertons le gouvernement. Beaucoup d'annonces ont été faites par le gouvernement, la Première ministre, M. Béchu. Ce qui nous inquiète, c'est qu'à ce stade, aucune modification de la loi ni des décrets n'est intervenue. Et donc, ce qui nous inquiète, c'est non pas l'objectif sur lequel nous partageons les choses, mais c'est aussi la temporalité. Car aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, les SRADET, les régions, les territoires, les SCOT, on leur demande de travailler, mais en l'état actuel du droit. Des décrets, des textes, alors qu'on sait très bien qu'ils vont évoluer parce qu'ils ne collent pas à la réalité de terrain. Et donc ça crée effectivement une ambiguïté, une énorme difficulté pour les territoires à se mettre en ordre de marche et à pouvoir agir sur la mise en application du ZAN. Donc pour nous, ça, il faut effectivement maintenant avancer, d'où la nécessité aussi de cette proposition de loi qui pour nous constitue un véhicule législatif sur lequel nous devons entrer en dialogue avec le gouvernement. Nous devons faire avancer un certain nombre de points sur lesquels les décrets ne suffiront pas et il faudra passer par la loi. Et pour être très clair aussi, il faut dépasser les positions dogmatiques, admettre que le cadre du ZAN peut être amélioré sans pour autant changer l'esprit de la loi climat. Et ça, il faut bien le savoir, ici, on ne veut pas la fin de la loi climat. Sinon, on aurait choisi d'autres voies, d'autres initiatives législatives. Ce n'a pas été le souhait du Sénat dans son entièreté, puisque, comme on vous l'a rappelé, nous avons un consensus général. Il est impératif de sortir les collectivités de ce flou général pour qu'elles puissent réellement commencer le travail. En clair, voilà. Nos objectifs. Pardon. On n'est pas allé au bout de ce qui a posé problème, c'est les décrets. Hein. Chacun oui. le sait. Tu l'as évoqué. Mais en un mot, les 3 décrets qui ont été édictés juste à la fin du dernier gouvernement ont posé vraiment de graves problèmes pour nous. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils revenaient sur ce qu'on avait voté, pour le dire vite. Notamment sur les critères de pondération, c'est-à-dire la possibilité de territorialiser, notamment sur la prise en compte des efforts déjà réalisés par les élus depuis 10 ans. Et puis, sur un sujet absolument majeur dont on va parler, ce sera une de nos grandes propositions, le sujet des projets d'intérêt national, qui doit peut-être sortir... peut-être et sans doute sortir de l'enveloppe du ZAN. Et sans oublier la nomenclature de l'artificialisation. Voilà. Et c'est là que Christophe Béchu a sifflé la récréation, proposé aux agents d'urbanisme de travailler la nomenclature et fait l'objet de beaucoup plus d'écoute, d'attention vis-à-vis de nos travaux. Voilà. Alors peut-être pour continuer sur nos objectifs et notre calendrier, vous l'avez compris, nous ce qu'on souhaite, et si on dépose cette proposition de loi dès à présent, c'est parce que notre souhait, c'est que cette proposition de loi soit examinée au Sénat au cours du premier trimestre 2023. Dernière semaine de février. Alors pourquoi ? Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour des raisons de temporalité, pour des raisons aussi de délai. On a entendu dans toutes nos auditions que si on voulait un SRADET purgé de tout en mars 2024, il faut poser le crayon en mars 2023. Il y a 1 an de consultation des personnes publiques associées. Expliquez-moi comment on entre en dialogue dans une région comme l'Occitanie où il y a 13 départements, autant de SCOT et d'intercommunalités. Comment on fait un aller-retour avec les territoires quand aujourd'hui les régions elles sont en train de mouliner leur stratégie et qu'il va falloir seulement à partir de janvier, une fois que les vœux seront passés, entamer le dialogue avec les territoires et tout arrêter, aller-retour compris, en mars, parce qu'après on consulte. Et vous savez qu'une consultation nécessite de poser le crayon. Vous ne bougez plus rien, puisque en fait, on considère que c'est le dossier définitif. Ça, c'est la loi qui permet de changer les choses. Si on ne passe pas par la loi, on a un sujet. Donc, vraiment, en fait, si on partage les objectifs, s'il y a moyen d'avoir des consensus, une chose est certaine, sans les véhicules législatifs rapides au premier trimestre, poser le crayon en mars, ça veut dire qu'on ait traité de la question avant mars. On est bien d'accord. Et donc, il faut accélérer les choses. La temporalité, c'est le nerf de la guerre sur le sujet de la réussite du ZAN.
Parce qu'il s'agit bien de réussir le ZAN, que ce ne soit pas l'échec de quelque chose de descendant et non partagé, mais bien le fruit d'un dialogue efficace en respectant les objectifs. Puisqu'elle sera, il faut aussi, évidemment, vous l'avez bien compris, à partir du moment où elle sera examinée au Sénat, que le ministre Béchu, le gouvernement et l'Assemblée nationale, et on compte sur la présidente de l'Assemblée nationale, il y a des espaces réservés, il y a des niches parlementaires, il y a des espaces réservés à l'Assemblée nationale. Il me semble que si on arrive effectivement à travailler de façon constructive sur ce texte et avancer, il serait utile effectivement que côté gouvernement, côté Assemblée, on puisse effectivement prendre toute la mesure de l'urgence de traiter cette même question. Donc, nous appelons évidemment solennellement, au travers de cette remarque, eh bien, vraiment l'Assemblée et le gouvernement à aller dans ce sens. Quelles sont les 5 propositions les plus marquantes du texte dont parlait Jean-Baptiste? Je vais vous présenter en tout cas le premier axe. Jean-Baptiste va suivre le premier axe. On l'a dit tout à l'heure, il y a une forte demande qui remonte des territoires, des collectivités et de leurs représentants, d'un dialogue et d'un suivi renforcé au niveau régional. Le Sénat avait garanti que le ZAN est une gouvernance décentralisée s'appuyant sur les régions et les SCOT. Mais cette gouvernance doit mieux associer l'ensemble des collectivités puisque le ZAN impactera évidemment les compétences et les projets de tous, de toutes les collectivités locales, évidemment. Les communes et les EPCI, acteurs de premier rang de l'aménagement, doivent y voir leur présence renforcée. Les propositions que nous faisons, tout d'abord, transformer la conférence des SCOT en conférence régionale du ZAN. La différence, c'est qu'aux côtés des SCOT, nous envisageons laisser une place aux représentants des collectivités territoriales. Elle devra se réunir annuellement au moins et aura pour mission d'effectuer un suivi des trajectoires du ZAN. C'est-à-dire là, on aura quelque chose de vivant qui permettra de regarder au fil du temps sa vie, sera d'être sa vie, l'aménagement du territoire. Il faudra effectivement son rôle sera aussi de mettre à disposition de la région des avis sur certaines décisions, et ça aussi c'est fort attendu. Les modifications du SRADET seront soumis à un avis simple de la conférence du ZAN. Les grands projets, les projets mutualisés, c'est-à-dire les grands projets d'intérêt national, les projets mutualisés à l'échelle régionale. Et de servir enfin de forum de dialogue sur le zéro artificialisation net, pouvant être saisis par les collectivités locales. Jean-Baptiste, je te laisse la parole pour le deuxième axe de notre PPL. Voilà, cette gouvernance, c'est un de nos thèmes les plus importants qu'on souhaitait développer. Et on va y revenir, je pense, dans l'échange qu'on aura tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas laisser l'État seul pour apprécier les projets d'intérêt national, les projets d'intérêt régional, et pour cette gouvernance du ZAN au quotidien, pour lesquels les élus ont fait cette demande permanente de souplesse. Vraiment, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez, mais c'est vraiment, nous le pensons, une proposition forte, cette conférence. Et ensuite, alors évidemment, il a fallu se pencher sur le cas de tous ces territoires qui se sentent un peu les oubliés de la loi climat, du ZAN en particulier, qui ont l'impression que seuls les grands ensembles régionaux et métropolitains tirent leur épingle du jeu. Voilà, donc les territoires oubliés, ruraux, montagnards, littoraux, les petites villes, sont tellement nombreux. Et que pouvions-nous leur apporter comme réponse dans la mesure où ils n'arrivent pas à se faire entendre auprès de leur intercommunalité, auprès de leur SCOT et encore moins auprès de la région? Eh bien, c'est sur ça qu'on s'est penché fortement. Donc, on a une proposition qui est suivie et que nous pensons très très importante, qui est celle d'assurer à toutes les communes une enveloppe minimale d'1 hectare. Chaque commune française aura droit à 1 hectare pour se développer et dans le cadre du ZAN. C'est un droit universel dans le cadre de la répartition territoriale des efforts de réduction de l'artificialisation. Donc si l'on applique le ZAN de manière comptable, les petites communes et les communes rurales, les zones rurales pourraient connaître un gel de leur développement, ce que je viens de dire, ayant l'impression que de subir des documents de plus en plus d'ensembles régionaux et de ne pas pouvoir se faire entendre. Elles ont aussi un poids moindre dans la gouvernance des PLUI, je viens de le dire, dans les SCOT parfois, et c'est qui peut limiter les rééquilibrages par le jeu intercommunal. Donc ce que nous proposons, c'est bel et bien ça, c'est un droit universel à ce que chacun ait 1 hectare. C'est une proposition d'instaurer un plancher de droit, donc, qui fait qu'aucune commune ne pourra disposer d'une enveloppe inférieure à 7 hectares,
à l'issue de la territorialisation de l'effort de réduction de l'artificialisation. C'est un véritable filet de sécurité pour les communes rurales et aux petites communes qui ont peu consommé au cours de la dernière décennie et pour lesquelles nous souhaitons renforcer leurs droits et qui sera fixé par les SCOT et par le document régional. Donc un droit à l'hectare. Et puis, peut-être vous dire, Jean-Baptiste, dire qu'il y a des schémas qui vous ont été remis en complément. Qui vont résumer tout ce qu'on est en train de vous dire. Qui résument extrêmement bien la façon dont ce 1 hectare va s'appliquer dans les enveloppes en fait territorialisées. Voilà, avec ça, quand vous regardez ce schéma, en regardant ces schémas, vous avez effectivement l'explication de la façon dont s'organisera la répartition du foncier. Et puis Valérie, nous avons une autre proposition pour les projets ruraux, mais pas que, pour les petites villes. Donc, au-delà de ce droit universel à l'hectare, je te laisse tout à prendre le fait. relais. Je ne sais pas si vous m'entendez avec ces micros-là au loin. Vous pourriez me faire signe? Vous m'entendez? Ça marche? Bon. Donc, effectivement, l'autre partie qui concerne particulièrement les territoires ruraux, mais pas que, mais particulièrement, c'est que en fait, l'idée de concrétiser un droit au projet, et pour cela, créer une part réservée pour les projets d'intérêt territorial. Dans les petites communes, un projet d'intérêt supracommunal, d'équipement public, d'installation d'un site de production, d'un site de transport en commun, ça peut être une gendarmerie, ou même une maison de santé pour un ensemble de communes qui sont autour, enfin, un équipement qui va apporter un service mutualisé. Cela peut consommer la totalité de l'enveloppe d'artificialisation attribuée à la commune seule. Or, elle va accepter de fournir un effort au bénéfice d'un ensemble de communes qui n'est pas forcément l'entièreté de l'intercommunalité, qui est supracommunale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on crée la souplesse et la solution pour, ou est-ce qu'on en arrive du coup à décourager ou voire abandonner des choses qui iraient dans le sens en plus d'une meilleure gestion des équipements publics, d'une meilleure mutualisation? Et donc, cela risque de désinciter les communes, comme je vous dis, à porter ces projets d'intérêt commun, pourtant nécessaires à la revitalisation de la ruralité ou à l'accès aux services publics. Donc, il s'agit de mettre en place une part d'enveloppe réservée aux projets d'intérêt territorial, surtout ceux des petites communes et des communes rurales. Cette part mise en réserve servira à abonder de façon mutualisée les enveloppes d'artificialisation communes porteuses de ces projets lorsque leurs enveloppes propres n'y suffisent pas. Donc c'est cette souplesse, cette possibilité, et sans pour autant créer des enveloppes supplémentaires, on reste dans le respect effectivement des enveloppes globales. Simplement, il y a à chaque étage de la fusée, de la déclinaison des documents d'urbanisme, des verrous de sécurité qui garantissent qu'on ne se retrouve pas en situation de fragilité quand il s'agira de porter des projets d'ambition, quel que soit l'échelon territorial. Jean-Baptiste, 4e point. Alors, peut-être qu'on pourra réutiliser les schémas que tu as montrés tout à l'heure pour vraiment illustrer ce qu'on est en train de vous dire, puisque en somme, après avoir fait voter la territorialisation au Sénat, on propose là 2 nouveaux étages à la fusée ZAN, qui est donc les droits minimums garantis et une part réservée. Donc je suis une petite commune, j'échappe à mon scope, je n'ai pas pu faire de proposition, je n'ai pas pu être territorialisé, j'ai encore 2 façons de me sauver pour m'inscrire dans la trajectoire, c'est ce qu'on vient de vous développer, sur lesquels on reviendra, nous l'espérons, parce que nous pensons que c'est vraiment une proposition forte aussi. Et puis on a souhaité rajouter des outils, plusieurs, on va en développer 2 très rapidement. C'est la possibilité de surseoir à statuer et de préempter. Alors surseoir à statuer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en attendant que le ZAN entre pleinement en application, il l'est, mais le temps que tous les documents soient modifiés après cette discussion, il y a, ça et là, une espèce de course aux ZAN, et donc il y a peut-être des projets que les élus ne veulent pas, et on doit pouvoir leur donner la possibilité de suspendre un certain nombre de demandes en attendant les nouveaux documents d'urbanisme. Donc c'est la possibilité de surseoir à statuer. C'est un petit peu technique, c'est un peu du droit de l'urbanisme, mais c'est un outil qui est très attendu par les élus locaux, que celle de surseoir à statuer. Le droit de préemption, c'est que un des grands principes de la loi climat-résilience, c'est celui de s'appuyer sur ce qui est vacant pour construire, de faire de la densité, de la ville sur la ville, et de s'appuyer sur des friches industrielles, mais pas seulement, toutes les friches en général.
Et il y a un fonds friche qui est devenu un fonds vert, donc il y a un début de mobilisation financière sur le sujet. Et on reparlera, si vous le voulez, en conclusion de l'aspect financier et fiscal du ZAN, parce que ce sera la saison 2 de notre série ZAN, parce qu'il n'y a pas de réussite du ZAN sans nouvelle fiscalité et sans nouveau modèle financier pour porter le foncier qui va devenir plus rare et plus cher. On y reviendra. En attendant, pour éviter une espèce de ruée sur les friches à des fins un peu spéculatives, on propose de créer un droit de préemption ZAN qui permet aux élus, dans certains périmètres, de réserver le foncier qui présente un potentiel fort pour l'atteinte des objectifs ZAN. Et tout cela, c'est-à-dire plus de temps, plus de moyens, une nouvelle gouvernance et des outils qu'on propose, ne pourra pas se faire, on ne réussira pas le ZAN si vraiment on ne traite pas, si on ne purge pas le sujet des grands projets, des projets d'intérêt national et au-delà. Et c'est Valérie qui va l'exposer. Alors, avec Jean-Baptiste, évidemment, et tous nos collègues, c'est vrai que ce sujet, vous le savez, il fait débat et il fait discussion depuis le début, puisque le premier sujet, la première inquiétude qui nous a été remontée, enfin, il y en a deux, c'était bien les délais et cette inquiétude par rapport aux grands projets. Je viens de la région des Hauts-de-France, Canal Seine-Nord, Grand Port Autonome de Dunkerque, Canal Seine-Nord de 1400 hectares. Grand Port Autonome de Dunkerque, 1400 hectares. Demain, il y aura un parking du Brexit, lié au Brexit, qui va être considérablement volumineux. On a des gigafactories, parce que on est un des hubs industriels sur lequel doit se constituer l'avenir en fait de la batterie et du véhicule propre demain. Vous imaginez ce que ça représente? En clair, pour vous donner un exemple, puisque celui-là, je l'ai bien en tête, si on ne sort pas les grands projets d'intérêt nationaux, demain, dans la région des Hauts-de-France, on aurait entre 7 et 10 hectares par SCOT et par an de consommation. Dans un territoire qui, paradoxalement, en dehors de ces grands projets d'intérêt nationaux, va devoir accompagner la mutation industrielle. On a les pôles automobiles, les pôles ferroviaires, etc. Et c'est comme ça dans plein de régions. Mais ça voudrait dire 7 à 10 hectares dans des territoires de 360 000 habitants. Vous voyez, par exemple, dans le Nord, ce que ça représente par commune. Donc, vous comprenez bien que si, à un moment donné, on ne s'interroge pas sur la question des grands projets d'intérêt nationaux, dont je vous rappelle qu'en dehors de l'objectif vertueux que nous partageons de moins 50 à 2031 et de 0 à 2050, précédemment, dans les comptes fonciers des SCOT et des SRADET, on ne comptait pas les grands projets d'intérêt national. C'est ce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est double peine. C'est-à-dire qu'on rajoute ce qui n'existait pas avant dans les enveloppes régionales. Ce sont les grands projets d'intérêt nationaux. Et de plus, en ayant ajouté ça, on vous dit, vous divisez par 2 à 2030 et vous 0 à horizon 2050. Expliquez-moi comment vous arrivez à continuer la transition climatique, la transition énergétique, l'amélioration des services publics de proximité en étant vertueux et en étant convaincu de la sobriété foncière qu'il faut engager. Donc, vous l'avez compris, dans cet exemple, je résume que près d'un cinquième de l'enveloppe totale d'artificialisation des sols autorisée jusqu'en 2030 serait consommée par ces grands projets d'ampleur nationale ou européenne. Ceux-ci sont souvent conduits par l'État, vous le savez. Or, seules les collectivités sont soumises aux ZAN, pas l'État. Il faut donc le mettre en responsabilité. Il est lui aussi aménageur et constructeur et devrait lui aussi s'appliquer les mêmes exercices vertueux. Et c'est tout un débat qu'il faudra que nous ayons avec l'État. Car ces grands projets réduisent d'autant les enveloppes régionales, obèrent les capacités des collectivités à réaliser leurs projets, comme je l'ai rappelé. Et donc, qu'est-ce que nous voulons faire ? 1. Placer les grands projets d'envergure nationale et européenne dans un compte foncier national spécifique qui ne serait pas imputé aux enveloppes de la région et des collectivités et qui fera l'objet d'un pilotage annuel. Et deuxième point sur lequel nous avons une différence de vision avec l'État, c'est que ce serait selon les critères qu'il est proposé de fixer dans la loi que l'on définirait ces grands projets d'intérêt nationaux. La qualification des projets sera décidée par la région et donc inscrite dans le SRADET, après avis de la conférence régionale du ZAN, et en suivant bien la règle qui sera la même pour tous les territoires régionaux, puisqu'elle sera inscrite dans la loi qui définira
les catégories qui rentrent dans les grands projets d'intérêt nationaux. Donc les choses sont claires, elles sont dans le SRADET, qui est le document supérieur en matière d'urbanisme, et tout ça a du sens. Voilà pour ce dernier point sur lequel je pense Jean-Baptiste peut vous apporter des compléments. Mais en tout cas, c'est les 5 grands axes de proposition. Il y en a d'autres, mais qui sont plus à la marge que vous avez dans vos documents. Mais ça, c'est vraiment les 5 angles, les 5 axes d'entrée principaux de notre proposition de loi sur laquelle, encore une fois, sachez qu'il y a eu un vrai travail collectif, et Jean-Baptiste le dirait mieux que moi, et nos collègues ici présents qui vont certainement s'exprimer et pouvoir répondre aux questions y ont très fortement contribué, parce que beaucoup d'initiatives sont tout simplement les contributions de nos collègues à ce travail collectif. Voilà, et je les en remercie, nous les en remercions, et merci aussi bien évidemment à notre présidente de commission, qui n'est pas pour rien dans l'initiative qui nous réunit aujourd'hui. En lien aussi avec les associations d'élus. Ah bah, de toute façon, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi que j'oublie l'essentiel, c'est de le dire. Tout ce travail, c'est juste la conclusion de nombreux échanges entretenus avec toutes les assos d'élus, que ce soit l'Association des régions de France, l'AMF, la MRF et tous les autres. Et si on commence à les citer, on en oublie toujours. Tous les opérateurs, que ce soit la Fédération des Scots, l'AFNO, nous avons entendu quand même des horizons extrêmement vastes. L'administration centrale, la DHUP, les ministres, enfin tout le monde a été vraiment entendu. Mais c'est vrai qu'il y a eu un aller-retour permanent pour essayer de coller au plus possible avec les remarques qui nous sont remontées des collectivités et des associations d'élus. C'était ce qui nous tenait évidemment le plus à cœur. On est là effectivement pour essayer de répondre à leurs préoccupations. Oui, Laurent Miguel du Moniteur, des travaux publics et du bâtiment. Peut-être donner... Il va? Il y en a peu? Oui, c'est bon, c'est bon. Laurent Miguel du Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Vous avez annoncé que vous nous parleriez des leviers fiscaux qui ont aussi mobilisé la réflexion du Sénat, et notamment au vu des rapports de la commission d'orientation, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a eu une audition du président de la Cour des comptes, et puis ensuite une commission d'orientation. La commission des prélèvements obligatoires. Des prélèvements obligatoires, exactement, qui a émis l'idée du transfert vers le bloc communal des droits de mutation à titre onéreux pour en faire effectivement un levier du ZAN. Je ne sais pas si les sénateurs se sont prononcés sur ce point. Alors, comme on vous l'a dit à l'instant à Valérie Létard, c'est la saison 2, ça. C'est-à-dire premier trimestre 2023. On a toute la matière pour se prononcer là aussi et faire des propositions dans la foulée de cette mission et de cette proposition de loi qui est déposée cet après-midi, sur laquelle il faut qu'on revienne aussi. Mais si Valérie est d'accord, j'en dis un mot à ce stade. Effectivement, en passant dans la foulée à la commission des finances, avec une nouvelle équipe, mais qui travaille avec l'équipe ZAN via la commission ECO, on a travaillé sur le modèle économique du ZAN, ce qu'on disait à l'instant. Parle bien donc. C'est-à-dire le portage du foncier, plus rare, plus cher. Est-ce que les outils que nous avons sont suffisamment armés pour appréhender ces nouveaux objectifs? Je pense aux EPF, mais pas seulement. Et puis la fiscalité. On s'est posé la question de savoir si la fiscalité locale, tech existante, ne serait pas un peu artificialisante, ce qui serait en contradiction évidemment avec le ZAN et la loi climat. Sans doute que oui. Et la question posée, c'est à impôt constant, parce qu'il y en a assez dans ce pays, on ne va pas en créer, comment est-ce qu'on pourrait toiletter les assiettes des impôts et taxes pour tenir compte des nouveaux objectifs, pour être en cohérence. En clair, je suis maire, je densifie, quel intérêt y ai-je? D'autant plus à un moment où la fiscalité locale disparaît. On a malheureusement voté la suppression de la CVAE il y a quelque temps. On va voir si ça va aller au bout, mais sans doute que oui. C'est le dernier impôt local qui soit un vrai rendement, enfin, un vrai gisement pour les élus locaux. Pour les collectivités locales, c'est très important. Donc au moment où la fiscalité locale disparaît, d'autant plus qu'elle serait un peu artificialisante, est-ce que ce n'est pas le moment de réinventer une autre fiscalité locale? Et d'autant plus qu'il faut trouver des ressources
pour aider les élus à porter le ZAN. Voilà. C'est la question qui est posée. Alors on a demandé à la Cour des comptes, via le Conseil des prélèvements obligatoires, de faire des simulations sur tout un tas d'impôts, de taxes. Effectivement, il y a les DMTO, il y a les taxes foncières, il y a la taxe d'habitation, ce qu'il en reste, il y a les taxes d'aménagement, il y a les taxes sur les locaux vacants. Il y en a tout un tas. On a un rapport qui est en ligne que vous pouvez consulter, et c'est sur ça que la mission de contrôle va se pencher dans la foulée pour faire des propositions aussi, parce qu'évidemment, on ne réussira pas le ZAN si on n'a pas un interlocuteur unique, une gouvernance avec des élus, et c'est ce qu'on propose dès cet après-midi, et des financements qui suivent. Voilà. Mais ça commence par la gouvernance. C'est-à-dire que partout, on a entendu ce besoin des élus d'être associés à la décision. Ce n'est pas l'État seul qui va dire ce qu'est un projet d'intérêt national. Parce que souvenons-nous, on vote ça ici, c'est-à-dire la sortie des projets d'intérêt national, et dans la foulée, voilà que les préfets ne veulent pas l'appliquer. Et après, il faut un nouveau gouvernement pour dire, mais finalement, on va discuter des projets d'intérêt national. Et de quoi discute-t-il en réalité? Seulement des très grands projets. On l'a dit tout à l'heure, je suis maire, j'ai une prison qui arrive sur mon territoire, ou une gendarmerie. Dans mon département, c'est le cas. Petite commune rurale, une prison, 40-50 hectares. À ce stade de l'histoire, ça n'est pas considéré comme un projet d'intérêt national. Et ça n'est pas logique. Donc on dit simplement que dans cette gouvernance du ZAN régional, il faut que les élus émettent des avis. Et on va aller au bout du processus. C'est la seule dérogation qu'on demandera finalement, c'est qu'il faut que ces projets sortent de l'enveloppe du ZAN. Voilà. Projet d'intérêt national. Il faut que l'État s'applique à lui-même ce qu'il demande d'appliquer aux élus locaux. Voilà. Parce que monsieur, Oui, on va essayer de faire des réponses courtes parce que vous êtes beaucoup, et si on veut laisser la possibilité à chacun de poser une question, monsieur. Oui, Antonio Rodriguez, AFP. Vous avez dit tout à l'heure que le but c'était de corriger la loi. Est-ce que vous avez du côté du gouvernement une oreille attentive, ou en tout cas une manifestation Jean-Baptiste. de vouloir procéder à ça? Alors, maintenant, je pense que le gouvernement attendait de voir la copie que nous allions rendre. Mais lors de la dernière audition que nous avons eue, on va dire tout à la fin du processus de la mission, vous nous entendez là? Tout à la fin de la mission commune de contrôle, le ministre Béchu a quand même tendu la main, ouvert la porte en disant que le véhicule législatif que constituait cette proposition de loi, ça pouvait être effectivement une bonne clé d'entrée dans un dialogue avec le gouvernement. Mais en tout cas, ce qui est clair, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on a posé des bases qui étaient essentielles sur des sujets attendus par le terrain. Et que maintenant, évidemment, le rôle du Sénat, c'est d'être ouvert à la discussion avec le gouvernement et pour essayer d'expliquer effectivement quelles sont nos intentions et voir comment on peut converger vers quelque chose qui aille dans le sens d'une meilleure application sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde comment améliorer les règles d'urbanisme et l'architecture globale du ZAN pour qu'il puisse mieux s'appliquer sur le terrain. Enfin, tous vous en convenez, c'est quand même une petite révolution dans le cadre du droit de l'urbanisme, pour ne pas dire une grosse révolution, qui va changer énormément les choses, et on ne peut pas se réussir en un seul coup, d'un seul coup, d'un seul. Là, on chemine un peu dans la façon dont tout ça va se mettre en musique, et on voit bien que d'ores et déjà, on repère des choses qui doivent bouger. Et on peut trouver des voies de passage avec le gouvernement, on peut trouver des voies d'entente, parce que c'est la voie juste du bon sens de terrain. Comment on fait, on crée les conditions pour que ce ZAN puisse vivre dans les décennies à venir dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, le ministre nous a quand même donné un signe. À nous maintenant de voir comment tout ça va pouvoir cheminer et comment nous allons pouvoir travailler en partant de cette volonté que nous avons de venir à la rencontre des besoins des territoires et de le faire évidemment dans l'intérêt général, en lien avec un gouvernement dont nous espérons qu'il entend effectivement, on va dire, ces sonnettes d'alarme. Oui, bonjour, Alexandre Lechenet à Politico. J'avais deux questions en fait. La première, c'est le décret sur la nomenclature. Est-ce que du coup, il faut qu'il soit, est-ce qu'il va être publié, ou est-ce qu'ils vont attendre que vous fassiez la loi pour le changer? Et la deuxième, si vous dites que vous partagez les objectifs, machin, si je comprends bien, pour vous, les projets d'envergure nationale, ils sortent de l'objectif, donc on n'est plus à zéro artificialisation nette, mais un peu d'artificialisation si c'est un grand projet d'envergure nationale. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Pardonnez-moi, mais merci de poser la question. Ça permet de mieux le préciser de notre part, sans doute.
Pardon, oui. Je commence par la nomenclature ou par ça? Peut-être par ça. Ou par la nomenclature, je sens que vous voulez commencer par ça. Voilà. C'est un sujet extrêmement technique, mais tellement important. C'est-à-dire que si on résume notre histoire, pendant 10 ans, on va faire des économies d'espace sur les ENAF, espaces naturels, agricoles et forestiers. Et dans 10 ans, quand on aura une définition de l'artificialisation, on va passer à l'artificialisation. Et là, il y a vraiment beaucoup de sujets qui se jouent dans la définition des 10 premières années, celle des deuxièmes années, et la transition aussi. Hein. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous l'a dit tout à l'heure, on n'a pas d'ingénierie. Les outils ne sont pas encore prêts. Le CEREMA s'y met. Ça a été un peu le système D. D'ailleurs, on demande dans notre rapport, parce qu'on ne peut pas tout exposer cet après-midi, à ce que l'État mette à disposition enfin de l'ingénierie aux élus, pour qu'ils apprécient l'artificialisation. Vous savez aussi qu'il y a 2 écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui voient de l'artificialisation partout. Dès qu'un sol porte atteinte à une fonction d'un sol, il y a de l'artificialisation. Et puis il y a des élus locaux qui sont plus pragmatiques, qui considèrent qu'un pavillon et un jardin n'est pas artificialisé. Voilà. Et qu'en tout cas, il faut donner de la liberté aux élus pour apprécier cette situation. 2 écoles qui s'affrontent, et au final, un décret qui ne nous convient pas du tout. D'abord parce qu'il est inapplicable, avec des seuils compliqués. Et c'est sur ça que le ministre a demandé une pause et aux agences urbaines de travailler pour faire des propositions. Et un rapport a été rendu il y a une quinzaine de jours. Donc il doit y avoir en toute logique un nouveau décret sur le sujet de la nomenclature et qui associe beaucoup plus les élus sur le sujet. Pour notre part... Non, monsieur va le dire. Oui, non, mais pour notre part, on fait une proposition, vous verrez dans le rapport, concernant la nomenclature en ce qui concerne les parcs et les jardins, en donnant la possibilité aux élus de densifier, de le faire s'ils veulent. Vous verrez le détail. Mais on attend ce décret et on y sera très attentif. Il n'est pas question qu'une fois de plus, le pouvoir réglementaire revienne sur le pouvoir législatif. En ce qui concerne les projets d'intérêt national, on ne dit pas qu'il faut que ça sorte du ZAN, on dit qu'il faut 2 comptes différents. Il y a le compte des régions et le compte de l'État, tout simplement. Donc des projets qui auraient une vocation nationale ou supérieure encore, ne sauraient être imputés dans leur décompte aux collectivités locales. C'est tout ce que nous disons. D'autant plus que, je ne sais pas si on a donné ces chiffres, mais sur les 10 années à venir, c'est 125 000 hectares dont nous disposons. Et les projets d'intérêt national, c'est 25 000 hectares. Si ça ne sort pas de l'enveloppe dans des régions comme celle des Hauts-de-France, mais pas seulement, hein, il y a des grands projets partout, eh bien, nos élus n'auront plus aucune possibilité de se développer. Donc c'est une question qui est absolument centrale. Et nous disons aussi qu'il n'est pas question... Voilà. On sort du compte régional, ça va dans un compte national. Voilà. C'est notre position. Et notre gouvernance régionale émet des avis là-dessus. Parce que peut-être qu'une gendarmerie a une autre vocation que locale. Et c'est ça qu'on veut donner comme possibilité aux élus, se prononcer sur un projet, quelle valeur il a. D'ailleurs, si un projet est régional, je suis maire rural, un lycée vient chez moi, eh bien, le lycée bénéficie à tout un tas de communes dans ce territoire. Il faut répartir les droits de manière beaucoup plus juste. Ça, c'est la mutualisation. Notre conférence régionale, c'est ça. 1, je mets des élus pour se prononcer sur des projets d'intérêt national. 2, les mêmes élus se demandent ce qu'on peut mutualiser de manière beaucoup plus équitable à l'échelle régionale. Et 3, je gère au quotidien le ZAN. C'est-à-dire, je suis maire rural, je renature. Est-ce que je ne peux pas récupérer des droits ? Je suis maire, je n'ai pas besoin de tous les droits que vous me donnez. Est-ce que je peux les transférer à d'autres maires ? Monsieur le questeur, je vous donne la parole. Monsieur le questeur va nous dire un mot avant de nous quitter sur... Et après, on aura une question en ligne. Voilà. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Je filais pour les questions d'actualité qui ont lieu à 15 heures. Ce travail est considérable. Et vraiment, je voudrais en féliciter d'autant plus la présidente Létard et notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc qu'ils ont battu un record à la fois par l'investissement intellectuel qui a été fait, mais aussi par la faible durée de ce travail, dont je rappelle qu'il a été voulu par le président du Sénat lui-même, ce record est vraiment tout à fait impressionnant. Bon. Je voudrais dire que partout sur le territoire, quand les maires se réunissent,
et ils le font beaucoup en ce moment à l'initiative des préfets, le sujet numéro 1 qui est abordé, c'est le sujet des droits à construire dans les années qui viennent. Et ce sujet est plus fort encore dans le monde rural, même beaucoup plus fort. Pour une raison très simple, c'est que l'appréhension s'est répandue partout sur le territoire sur la possibilité de continuer à faire vivre et développer des communes rurales qui sont déjà souvent en grande difficulté. Et je considère que parmi tous les apports du travail que vous avez réalisé avec nous, puisque nous étions effectivement représentants de 4 commissions et de tous les groupes politiques du Sénat, la disposition qui donne un droit irréductible à toute commune de pouvoir consommer un espace d'au moins 1 hectare, évidemment, va bénéficier plus fortement et même exclusivement aux communes les plus petites. Or, il se trouve que depuis la crise du Covid, qui a fait ressentir comme particulièrement pénible, à cause du confinement, la promiscuité et les conditions de vie du monde urbain, il y a une demande croissante dans le monde rural de pouvoir vivre dans des conditions avec une qualité de vie meilleure, plus d'espace et moins d'embouteillage. Du coup, cette faculté qui est ouverte, cette garantie qui est apportée, je crois, est de nature à rassurer profondément à la fois les habitants qui veulent rejoindre le monde rural et les maires qui sont en charge de l'avenir de leur commune. Et c'est la raison pour laquelle je suis co-signataire de cette proposition de loi, comme je l'étais de la proposition de loi que j'avais déposée avec Jean-Baptiste Blanc et quelques collègues en matière d'urbanisme rural. C'est pour moi un pas en avant considérable et ce texte pourra naturellement être encore enrichi au cours de nos travaux parlementaires. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur Je synthétise l'intervention que j'improvise. Merci beaucoup. Je vous propose, si vous êtes d'accord, madame, de laisser la parole à Cécile Kuckerman, puis à vous, madame, et puis il y avait Localtis en ligne. Localtis aussi. On va regrouper les 2 questions, puis on rendra la réponse. Ah, pardon, et vous, monsieur? On va grouper peut-être les 3 questions. Et donc, après Cécile, qui va intervenir tout de suite. Pardon. Non, c'est bon. Question, on n'a pas après, mais... Oui, viens, Cécile. Oui, bien sûr. Non, mais peut-être simplement, y compris pour étayer les propos contenus la présidente et le rapporteur de cette mission. Je crois que si nous arrivons aujourd'hui à présenter cette proposition de loi de manière, et ça a été rappelé, transpartisane, c'est d'abord parce que dans tous nos départements aujourd'hui, cette question monte. Et elle monte parce que, comme vient d'ailleurs de le dire Philippe Bas précédemment, la vraie interrogation et la vraie crainte, c'est comment continuer d'aménager demain son territoire. Et peut-être que faire société, c'est aménager un territoire, et donc faire de la politique, c'est inévitablement prendre cette question à bras le corps. Moi, je voulais simplement, peut-être pour préciser sur 2 choses, je crois que nous avons vraiment besoin que les conseils régionaux aujourd'hui se saisissent de cette question-là. Et donc cela a été rappelé, il y a effectivement besoin d'une année supplémentaire pour le faire pleinement, mais on doit avoir des conseils régionaux qui, dans la diversité, y compris des exécutifs en place dans notre pays, doivent prendre cette question parce que l'aménagement du territoire est une compétence pleine et entière de la région. Et ils ont effectivement cette capacité à éviter, comme l'a dit Jean-Baptiste, une guerre entre rural et urbain, entre des territoires riches et des territoires pauvres, et à s'assurer que dans les années à venir, des territoires continuent tous de se développer sans opposition les uns aux autres. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais insister, parce que comme toute proposition de loi, et avec beaucoup d'humilité, elle est à la fois très bien et elle est aussi imparfaite, mais parce qu'il y a aussi, je pense, pour prendre cette question à bras-le-corps, des sujets qui ne relèvent pas simplement d'un côté législatif. Et on l'a dit
Pour pouvoir reconstruire aujourd'hui, il y a des outils qui existent, il y en a besoin certainement de bien plus. Ce n'est pas le simple fonds friche ou fonds vert demain qui satisferont, mais on a aussi là des marges de manœuvre considérables si on accompagne. Alors bien évidemment, en tant que sénatrice de la Loire, y compris de ces anciennes vallées industrielles qui ont laissé beaucoup de friches, peut-être que j'y suis encore plus sensible, mais dans un département comme la Loire, vous avez à la fois des vallées industrielles avec des friches et d'immenses territoires ruraux. Eh bien, vous avez aussi une des clés de comment est-ce que nous travaillons ensemble à aménager ce département, en accompagnant beaucoup plus et davantage, et financièrement certes, avec de l'ingénierie, avec parfois une réglementation à revoir, et avec en tout cas une accélération des projets de requalification de friches existantes, parce que quand aujourd'hui vous avez 10-15 ans pour requalifier, ben, inévitablement, j'ai envie de vous dire, tout le monde se tourne plutôt vers de l'artificialisation. Donc je crois qu'on a besoin de tenir tous ces équilibres, et y compris l'enjeu des conférences régionales sera aussi, si elles se mettent en place et si elles avancent et si elles fonctionnent, justement avec la volonté de tous, de pouvoir savoir interpeller autant que de besoin l'État, les services de l'État et les moyens qui les accompagnent pour que ces mesures-là puissent prendre corps dans nos territoires. Je ne serai pas plus longue, j'ai déjà été. Merci beaucoup Cécile. Et je rappelle, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais je pense que vous la connaissez, Cécile Cukierman qui représente dans notre mission commune le groupe communiste. Voilà. Hein, et on a Christian Redon-Sarrazy qui représente le groupe socialiste, Christian, Jean-Claude Anglard qui vient du groupe des Républicains. Christian, tu veux dire un petit mot quand même Excusez-moi, hein, madame, désolée. Hein. Non, mais je vais être Comme bref ça, aussi. ils expriment Mais tous aussi je leur voulais point de vue. oui, rappeler ici Bien, démarche qui a été la nôtre. Hein, et ce besoin qu'il y avait d'une écoute de tous les étages, je dirais, dans les collectivités, les associations de maires ruraux, maires de France, mais aussi les départements. Aujourd'hui, tous les élus à leur place sont des aménageurs. Et le retour que l'on avait de nos différents échanges, et nous avons régulièrement tous des échanges sur le terrain avec un certain nombre de maires, de conseillers départementaux, c'était l'impression d'être dessaisis des outils de développement de leur territoire. Ce que l'on cherche à faire à travers cette proposition de loi, c'est effectivement redonner des outils à la mesure des territoires, à la main des territoires, sans que ce soit une démarche descendante. Et tu l'as très bien dit, Jean-Baptiste, tout à l'heure. Je crois qu'il faut que l'on écoute les territoires, parce qu'on ne peut pas développer, on ne pourra pas réaménager, réindustrialiser, si on n'a pas, je dirais, un travail conjoint qu'on a fait avec cette PPL et qu'on continuera à faire, y compris dans la deuxième partie que tu l'évoquais, parce que l'autre souci en ce moment des élus, c'est les budgets. Hein. Donc je crois que les moyens doivent être là. Il y a aussi un point important qui n'a pas été évoqué, mais que je trouve intéressant, c'est la prise en compte des efforts passés. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas été dans la même démarche en termes d'économie d'espace. Il y a des espaces qui ont été plus consommateurs que d'autres. Et la loi climat-résilience, dans sa forme actuelle, ne tient pas compte de ce qui a pu être fait par le passé, par certains territoires. Donc c'est important qu'on puisse en tenir compte de façon à ne pas, je dirais, qu'il y ait une double peine en quelque sorte. Hein, parce que si vous avez peu consommé, eh bien, la moitié de peu, ça fait encore moins. Par contre, si vous avez été très dispensieux, eh bien, la moitié d'une grosse consommation, ça fait encore la possibilité de se développer. Donc ça, au lieu de réguler entre les territoires, on continue d'accentuer les différences. Et ça, je crois que là aussi, il fallait qu'on essaye d'y apporter des solutions. Mais je ne serai pas plus long parce qu'on a déjà beaucoup évoqué de choses. Et Jean-Claude... Voilà. Ouais. Bon. Allez, Bien, je vais être bref. Très bien. Donc moi je suis un Et parlementaire après, de l'Aveyron. Et j'avais été le premier à produire une proposition de loi sur le sujet de la ruralité. Voilà. Et vous dire en tout cas que ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est un projet d'intelligence collective partagé par tous, ça a été dit, en essayant de donner un espoir, une nouvelle frontière à tous les maires, à tous les territoires ruraux ou autres. Ça, c'est très important. Et donc, je pense que les apports qui ont été faits sont essentiels sur le sujet. Il y a des domaines qu'on aura revisités, bien sûr. Je pense en particulier à l'agriculture, avec la spécificité de l'agriculture qui occupe tous les territoires, mais ça fait partie des sujets qui seront à revisiter. En tout cas, pour dire qu'il y a eu un travail de fond, et j'insiste beaucoup sur cette idée de nouvelles frontières pour toutes les communes. Le ZAN, j'aime pas le mot, moi j'aime parler de sobriété foncière, quelque chose que partage tout le monde.
que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. En tout cas, ce texte permet de donner un espoir à tout le monde avec des réalités qui ont été prises en compte. Et je le répète, c'est un projet d'intelligence collective. Moi, c'est ce que je veux dire là-dessus. Vous savez, en Aveyron, on a plein de bon sens. Et on aime des mots comme voir, juger, agir. Donc on a vu, on a jugé, et le Sénat essaye de proposer des actions aujourd'hui. Et moi, voilà pourquoi je vais bien sûr co-signer ce projet de loi. Merci beaucoup, Jean-Claude. Madame, on vous laisse la parole sans attendre. Je vous laisse mon micro. Merci. Émilie Coste, je travaille pour Contexte. J'avais juste une question, du coup je reviens en arrière, je suis désolée, sur les projets d'intérêt nationaux. Vous avez dit qu'il y avait un désaccord avec le gouvernement là-dessus. Or, il me semble que M. Béchu disait qu'il était plutôt d'accord sur le principe de compter à part. Du coup, sur quoi porte ce désaccord? Est-ce que c'est sur le fait que dans votre proposition... Allez-y, finissez. Ouais. Est-ce que c'est le fait que dans votre proposition, vous donniez le pouvoir de décider ou pas de cette inscription à la région? Voilà. La partie métropole qui va. Il va celui-là? Oui. C'est pas un désaccord. On est d'accord sur le fait qu'il faut enfin traiter le sujet des projets d'intérêt national et au-delà. Ça, c'est un énorme progrès. Ce qu'on craint, c'est que l'État seul décide de la liste de ce qui va sortir. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut associer les élus, parce qu'eux seuls savent. Ils sont tous dans des démarches vertueuses depuis 10 ans au moins, collègues le rappellent. Il faut associer les élus à la définition d'un projet d'intérêt national. Ça, c'est pour la partie « qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national ?» Puisque pour l'instant, à ce stade, on dit autrement, une gendarmerie ou une prison, ce n'est pas suffisant pour sortir. Ce ne serait pas suffisamment un projet d'intérêt national. Donc il y a une discussion qui doit se tenir, et nous disons qu'elle doit se tenir avec les élus. Et ensuite, nous disons qu'il faut aller au bout du processus, que ça sorte du compte régional et que ça intègre un compte national, que ce soit décompté. Alors, il n'y a pas de désaccord, sauf que là, nous sommes, comme les Anglais, cette fois dans le bon sens du terme, les premiers à tirer. C'est-à-dire qu'on met des propositions sur la table, parce que tout le monde fait le même constat. Tout le monde dit qu'il y a urgence. Tout le monde dit que si on veut réussir la loi climat et le ZAN par les territoires, il faut leur donner du temps, des moyens. Ce qu'on dit, en fait. Eh bien, on dit qu'il faut commencer par régler ce sujet qui est absolument central. Voilà. Donc, nous mettons des propositions là fortes sur la table, et la discussion va commencer. Serait susceptible d'y avoir une divergence sur quel point, du coup? C'est le début de la discussion. Il y a deux questions en ligne. Monsieur Fortin pour Localtis, s'il souhaite poser sa question, qui est sur l'agenda. Demandez-lui s'il souhaite poser sa question en ligne. Vas-y. Monsieur Fortin. Oui. Oui, c'était juste pour que vous puissiez repréciser le calendrier espéré de l'examen au Sénat, j'imagine, d'abord en première lecture et la version définitive. Au Sénat, vous avez entendu tout à l'heure Sophie Primas exprimer le calendrier de fin février. Voilà. Et ensuite, comme on l'a dit, la navette, là, elle ne dépend plus de nous. Elle dépendra de la volonté de l'Assemblée nationale et du gouvernement de cheminer rapidement sur le sujet. Et sur le délai au fond, on demande 1 an de plus. Et voilà, alors, en ce qui concerne le délai effectivement supplémentaire demandé dans notre proposition de loi, vous l'avez vu, c'est 1 an. Pour tous les documents de planification. Oui, avec l'effet cascade sur les autres documents inférieurs. Une question de cadre de ville de Madame Michelin-Mazéran. Sur l'avis du Conseil d'État. Cadre de ville. Oui, je voulais savoir si vous aviez demandé l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, comme vous êtes autorisé à le faire. On est autorisé, mais pas obligé. Tout à fait. C'est une proposition Et comme de loi. là, il y a des points juridiques, notamment en droit de l'urbanisme, voilà, je voulais savoir si vous aviez eu le temps de passer par cette étape. Non, alors c'est pas une procédure obligatoire dans le cas des propositions de loi, c'est les projets de loi qui sont soumis à cela. Pour autant, on a vraiment consulté la terre entière sur le sujet du droit de l'urbanisme, et avec tous les points de vue, c'est-à-dire aménageurs, et puis la biodiversité, tous les univers, on les a appréhendés le mieux possible pour trouver ce fameux chemin. Donc du point de vue juridique, franchement, je pense qu'on a sécurisé notre démarche autant que possible. Mais
Conseil d'État, en tout le moins, s'il n'a pas été consulté, on en a étudié toutes les jurisprudences, tous les rapports, bien entendu. Ça va de soi. D'accord. Merci. Monsieur, vous souhaitez prendre la parole? Oui, Basile Delacorne, Bâti Actu. Ma question, c'est sur l'hectare par commune. Quelle part du quota d'un SCOT ça peut représenter? Est-ce que c'est une part importante? Est-ce que c'est un tout... Non, mais à l'échelle de toutes les communes d'un SCOT, ça fait beaucoup sur 10 ans. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu, parce que c'est un différentiel, un hectare. C'est un droit à l'hectare. Mais vous avez certainement nombre de communes qui ont peut-être construit 2 hectares, voire plus de 2 hectares dans les 10 années précédentes, et qui n'auront pas besoin de ce filet de sécurité. L'idée, c'est de se dire, je suis maire de ma commune, pendant 10 ans, je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas eu de motif pour artificialiser. Mon école était en bon état, je n'avais pas de problème de service public. Mais ne serait-ce que pour le maintien des services publics de proximité, construire une nouvelle école, apporter une maison de santé. Si vous n'avez pas consommé pendant les 10 ans précédents et que vous n'avez plus rien, vous pouvez vous retrouver en situation de ne pas maintenir un service public de proximité et mettre en péril le fonctionnement au bénéfice de vos concitoyens. Et donc l'idée, c'est une logique différentielle. Ça ne veut pas dire que ça va être 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 additionné au reste. On est bien dans un filet de sécurité. C'est à minima 1 hectare par commune, et le SCOT, dans la répartition de son enveloppe, devra prendre en considération cette disposition qui serait dans la loi. Ça veut dire que certains peut-être auront droit à 500 mètres carrés, et bien il faudrait rajouter à ce moment-là 500 mètres carrés supplémentaires pour arriver à l'hectare. C'est un peu ça l'idée, caricaturée, mais c'est quand même bien ça l'idée. C'est un différentiel pour que personne n'ait moins de 1 hectare. Voilà en tout cas le principe qui est dans ce texte et qui est soumis encore une fois au débat, puisque l'objectif de notre PPL, c'est bien d'ouvrir la discussion. On est bien d'accord, tout est perfectible, mais si on ne pose pas le sujet, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, et les uns les autres l'ont dit, chacun avec leur sensibilité, leur réalité territoriale, mais il y a quelque chose qui nous unit tous, on vient de territoires tellement différents les uns des autres, c'est qu'il n'y a pas un endroit dans ce pays où il n'y a pas une inquiétude forte sur la façon dont cette réalité va atterrir et dont le dialogue va s'instaurer et comment ça va vivre. Et donc, on sent que les élus ont besoin d'un certain nombre de filets de sécurité qui ne soient pas des entorses aux ânes au sens de on accorde tout dans n'importe quel sens. On a essayé d'expliquer que sur les objectifs, les dates, on ne changeait rien et que par ailleurs, on évitait les dérogations. La seule chose sur laquelle aujourd'hui on introduit une différence, c'est la remontée des grands projets d'intérêt nationaux, qui est une disposition, et il y a un sujet sur lequel il y a un consensus général, y compris du gouvernement, c'est compenser le recul du trait de côte. Ce qui paraît une évidence, et d'ailleurs qui répare un petit peu un oubli, on peut le dire comme ça. Voilà, mais en tout cas, vraiment, si on peut compléter, on est vraiment dans cette logique de... Il était vraiment important d'entendre ce qui remontait de partout et d'essayer de trouver les outils supplémentaires. C'est vraiment comment on construit les outils, comment on construit l'architecture du ZAN. Si vous me permettez, avant de conclure, parce que je pense qu'on a été très long et qu'on a quand même beaucoup parlé les uns les autres, en tout cas, merci d'avoir été patient parce qu'on était nombreux à s'exprimer. Je ne peux pas, avec notre collègue Jean-Baptiste et mes collègues ici présents, ne pas terminer cette séquence sans remercier, mais alors très sincèrement, nos 2 amis qui sont très silencieux au fond de la salle, Coralie Lebescon et Thierry Bézécourt, qui... de la commission des finances pour Thierry et Coralie, qui est vraiment le point charnière, celle qui a effectivement coordonné toute cette dynamique, qui ont passé un temps considérable avec beaucoup de talent, d'efficacité et un travail remarquable. Donc il faut qu'on associe à notre travail les administrateurs de grande qualité dont nous avons la chance de disposer pour nous entendre, nous écouter et traduire nos inquiétudes en documents législatifs. En tout cas, voilà, on les en remercie sincèrement. Merci à vous. Merci beaucoup.